Bienvenue dans Azur Politique, votre rendez-vous politique sur BFM Nice Côte d'Azur. Chaque jeudi soir, nous recevons ici celles et ceux qui font la vie politique de la Côte d'Azur et des Alpes-Maritimes. Émission en partenariat avec Nice Matin. À mes côtés, ce soir, Christian Huot. Bonsoir Christian. Bonsoir Céline. Rédacteur en chef du groupe Nice Matin. Et notre invité est Jérôme Viaud. Bonsoir. Bonsoir. Maire Les Républicains de Grasse, vice-président du département des Alpes-Maritimes en charge de l'environnement, du Green Deal et vice-président de l'association des maires des Alpes-Maritimes. La question d'Azur Politique ce soir, quel avenir pour le pays grassois? À Grasse, les projets se multiplient, des logements, une médiathèque, un campus universitaire. Ces projets parviendront-ils à redynamiser le centre-ville? Quel avenir aussi pour le quartier populaire des Fleurs de Grasse? Grasse, c'est aussi bien sûr le parfum, un pilier économique. On verra comment se porte ce secteur aujourd'hui. Est-ce que la ville ambitionne d'attirer davantage de visiteurs? Et puis il y a aussi les sujets qui fâchent, comme la trajectoire des jets de l'aéroport Cannes-Mandelieu. Autant de sujets sur lesquels nous allons vous entendre et vous écouter. Jérôme Viaud, tout de suite. Azur Politique, c'est parti. Beaucoup de projets en cours dans votre ville de Grasse, on va en parler en détail. Beaucoup d'attentes aussi, on l'a constaté, de la part de vos administrés. Ils ont des questions à vous poser. Je suis vendeuse et j'aurais aimé que les façades de Grasse soient améliorées. Est-ce que ça serait possible d'améliorer les routes et les trottoirs? Bonjour, je m'appelle Zineb, je suis agent hospitalier de Grasse. Ma question est, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour les jeunes de maintenant, de Grasse? Quand est-ce que commencent les projets Martelly et est-ce que tous les recours sont enfin épuisés? Alors on va détailler toutes ces questions et toutes les réponses qui vont avec. L'état des routes d'abord jugé insuffisant, des façades en centre-ville qui inquiètent notamment la commerçante qu'on a entendue. Est-ce que voilà, globalement, l'état du centre-ville a besoin d'être amélioré? Oui, clairement, on a besoin de rentrer dans une dynamique supplémentaire sur la requalification du centre-ville. On a un centre historique qui fait 10 hectares, qui est magnifique, mais qui, pour certains quartiers de la ville, n'a pas connu de travaux depuis l'après-guerre. Donc on est dans une démarche où on va mettre en demeure près de 600 copropriétaires dans le centre historique pour qu'un plan de rénovation des façades puisse démarrer en début d'année maintenant. Et les routes aussi ont besoin de requalification, c'est ce qu'on fait axe par axe. Vous allez contraindre des propriétaires à rénover oui. Certains bâtiments du centre-ville. Oui, c'est pas très populaire parce que c'est vrai que les propriétaires, voilà, on va les mettre en demeure et s'ils ne font pas avec l'aide publique et avec les subventions qu'on accorde, eh bien après on le fera à frais avancés pour se retourner contre les propriétaires. Quel type d'aide vous allez leur apporter pour rénover ces façades? Alors on va imposer le fait que les propriétaires prennent des professionnels, des architectes, des maîtres d'œuvre, que les techniques de restauration soient faites dans les règles de l'art de ce centre historique qui est très beau. En contrepartie, on va accompagner financièrement à hauteur de 30% les façades pour qu'on puisse aider, accompagner les propriétaires dans cette mutation. Alors parmi les grands projets de votre mandature, la plus grande médiathèque du département qui devrait voir le jour dans votre belle commune, elle va ouvrir ses portes en septembre prochain à Grasse. Cette fois, vous êtes bien certain de la date parce qu'on a eu quelques interrogations à ce sujet. C'est un chantier quand même qui a subi beaucoup de déboires. Et on ne sait même pas exactement le montant. Est-ce que c'est autour de 21 millions comme annoncé? Vous pouvez nous en dire plus sur ce dossier? Bien sûr. C'est un chantier effectivement qui a connu beaucoup de difficultés parce que on est dans un endroit qui était à l'abandon, disons les choses comme elles le sont, avec un environnement autour de cette médiathèque où les immeubles s'écroulaient. Et on a voulu changer radicalement ce centre historique en apportant un porte-avions, un endroit où on va avoir la possibilité de fixer la vie estudiantine, l'enseignement supérieur, les élèves, les habitants des quartiers. Alors c'est vrai que ça a duré longtemps, beaucoup plus longtemps que prévu, avec des effondrements, avec des incidents de chantier, avec des difficultés aussi liées à la crise sanitaire. Mais on est sûr de la date et on va inaugurer ce bâtiment en septembre de cette année 2022, enfin je dirais. Et sur le prix, c'est bien autour des 21 000? Oui, tout à fait, avec une grosse participation financière des partenaires. Autre chantier qui doit être achevé en septembre de cette année, j'imagine que ça va un peu de pair avec la médiathèque, c'est celui du campus universitaire. Dans l'enceinte du Palais de Justice, c'est bien ça? Combien d'étudiants vont y être accueillis? Alors voilà, ça arrive en même temps en septembre, c'est pas un hasard. Et effectivement, on a notre communauté d'agglomération qui a voulu créer un campus universitaire dans un ancien Palais de Justice qui était vide depuis 1998. On a commencé le chantier il y a
une grue au-dessus du chantier en ce moment qui montre que le rythme est là. En septembre, on va ouvrir ce campus universitaire avec 1000 étudiants qui vont venir fréquenter ce site et des formations d'enseignement supérieur très intéressantes pour la ville. Alors, c'est en général, on le sait, très coûteux de rénover, d'aménager un ancien bâtiment. Pourquoi ne pas avoir fait le choix d'un campus flambant neuf, peut-être moins coûteux? C'est une volonté. La ville construit sa reconquête du centre historique autour de la vie étudiante, autour de la jeunesse. Et il eût été plus facile de construire à l'extérieur de la ville où c'est plat, où c'est plus facile d'accès, un campus. Voilà, on a voulu faire autrement. On a voulu que les étudiants se saisissent de ce centre historique et faire un campus multisite à ciel ouvert, si je peux dire, entre la médiathèque, le futur pôle d'enseignement supérieur dans l'ancien palais de justice, et puis tous les outils qui sont autour, le théâtre, tous ces lieux qui vont être mis à disposition de l'enseignement supérieur. Donc c'est plus compliqué, c'est plus cher, mais ça permet aussi d'avoir une stratégie Donc, communale. pour vous, ça fait partie des choses qui peuvent faire vivre davantage ce centre. On le voit dans les grandes capitales, les villes qui ont choisi de miser sur la vie des étudiants, ça génère une activité économique, ça génère du flux, ça génère aussi une montée de l'immobilier où les appartements prennent de la valeur, où on lutte contre l'insalubrité, on lutte contre l'abandon aussi d'un certain nombre d'immeubles, contre le communautarisme, contre une dégradation du centre historique, et on a misé sur la jeunesse. Un mot justement encore sur les jeunes. Cette dame vous interpellait sur la politique en faveur des jeunes dans votre commune, donc la médiathèque, le campus universitaire. Quels autres grands projets structurants vous pouvez avoir sur les jeunes? Alors, on manque à Grasse d'offres commerciales, dans le centre historique particulièrement, et on a initié un grand projet qui s'appelle Martelly, 2,5 hectares sur 10 hectares de la vieille ville, et ce projet-là, il est à destination aussi de la jeunesse et des Grassois en général. Alors ce projet-là de la ZAC Martelly, il a quand même pris beaucoup de retard, il y avait eu des recours. Est-ce qu'aujourd'hui, ça y est, tout ça c'est terminé? C'est une des questions que vous posez à l'habitant qu'on a entendu tout à l'heure. Tout à fait. C'est un projet qui a connu beaucoup de débats. D'ailleurs, je trouve que c'est dommage que pour des raisons d'opposition, de politique politicienne, on freine l'attractivité d'une ville. Ça coûte cher aussi. Il faudra qu'un jour on fasse les comptes en disant les personnes qui ont mené ces recours à plusieurs reprises contre la requalification de ce centre-ville, il faudra un jour qu'on présente l'addition aux Grassois et on dira combien ça a Mais coûté. ils avaient le droit de déposer ces recours. Tout à fait, mais ils n'ont pas été retenus. Aujourd'hui, les recours sont purgés. Et pour répondre à l'habitant qui le demande, la totalité des recours sont gagnés. Donc le projet devrait démarrer au milieu de cette année 2022. Tant mieux, je dirais, parce que Grasse a besoin de cette attractivité retrouvée. Les gens à Grasse ne vont plus au cinéma. Ils vont à l'extérieur, à Montsartou, à Cannes ou à Polygone ou ailleurs. Aujourd'hui, on souhaite que la ville de Grasse trouve cette attractivité avec une offre de cinéma digne de ce nom, avec du stationnement gratuit pour aller au cinéma, avec des franchises qui viennent s'installer, avec de l'offre commerciale. Et on a voulu lancer la requalification de ce quartier de 2,5 hectares dans le centre historique qui en avait bien besoin, qui est dans un triste état. Si vous regardez des bâtiments comme Monoprix qui est à moitié vide, voilà, il y a besoin de cette démarche-là. On va l'apporter avec détermination. Ça va pas être facile puisqu'on va rentrer dans des phases de travaux conséquentes, mais je crois qu'il en va. Ça sera quoi, 150 logements? 150 logements dans le cœur de ville pour densifier aussi la présence de personnes qui vont acheter leur logement dans le cœur de ville. Et beaucoup de commerce. Et beaucoup de commerce, et c'était nécessaire. Alors, Grasse, ville de grands travaux, puisqu'il y a aussi la réhabilitation du palais épiscopal qui abrite la mairie, avec un montant estimé à 835 000 €, vous nous arrêtez si on dit des bêtises, avec une souscription, je crois, lancée par la Fondation du patrimoine. Pourquoi est-ce que vous faites appel aux dons? C'était pas possible de le financer vous-même, et quelle est la part de l'État dans ce projet? Alors, on est plutôt sur un volume d'argent de 4 millions d'euros sur le palais épiscopal. Ce palais épiscopal, il jouxte la cathédrale de Grasse, il est magnifique, mais voilà, il n'a pas connu de travaux depuis plus de 70 ans. Il n'est pas adapté pour recevoir des mariages, pour que les accès PMR soient respectés, pour que la façade soit revue. Et on a voulu engager une vraie mutation en installant un centre d'interprétation d'architecture et du patrimoine. Toutes les personnes qui vont visiter la ville, ils vont passer par ce lieu pour mieux comprendre l'histoire de la ville. Et alors, pourquoi lancer cette souscription? Tout simplement parce que nous n'avons pas les moyens financiers suffisants, pour être franc, pour engager ce rythme de travaux que nous voulons. Et donc on va faire aussi appel aux personnes qui veulent, aux Grassois, aux entreprises, aux particuliers qui veulent aider la collectivité à aller dans un rythme plus rapide.
Et on va demander à ce que chacun puisse, s'il le souhaite, venir nous aider et accompagner à restaurer notre patrimoine. Et puis il y a aussi autre chose qui fait partie de l'historique du centre grassois, c'est l'ancienne prison de Grasse, qui je crois il y a quelques années, 2-3 ans maintenant, a été rachetée par un privé, qui voulait en faire un centre événementiel. Où en est-on de ce projet? Alors cette ancienne prison, elle touche, il y avait l'ancienne gendarmerie, l'ancien palais de justice et l'ancienne maison d'arrêt. Voilà, il y a les trois l'un à côté de l'autre. Et on a cet ancien palais de justice qui va devenir le campus universitaire, on vient d'en parler. Et juste à gauche, il y a cette ancienne prison pour laquelle nous avons envie de transformer cela vers du logement étudiant, pour qu'on ait une proximité entre les cellules étudiantes, si je peux parler comme ça va être atypique. Ça va être 70 logements étudiants qui vont jouxter le campus universitaire, et l'envie c'est de faire un site universitaire qui est joint. Mais c'est le privé qui va gérer. C'est le privé qui va gérer, absolument. D'accord. Alors, autre question à présent, quel avenir pour les Fleurs de Grasse, alors plus connu puisque l'ancien nom c'était le quartier de la Blaquière? 2 habitants ont une question pour vous. Par rapport, vous savez, aux personnes que je reçois dans le milieu handicap, s'il y aurait des places dans le futur pour les handicapés. Ma question pour vous, c'est qu'est-ce que vous comptez faire de ce quartier? Parce qu'on entend plein de rumeurs et on aimerait savoir ce qu'il en est réellement. Voilà, qu'allez-vous faire de ce quartier puisqu'il a changé de nom? Va-t-il changer de visage? Écoutez, je crois que c'est nécessaire. Soit on a le courage de regarder les choses en face, soit on fuit et puis chaque année on va présenter gentiment ses vœux dans un quartier en annonçant des petites mesures. Je crois que ce quartier, il répond plus du tout à des besoins, à une vie des habitants ensemble. Je crois qu'il est obsolète. Je crois que le modèle même de la construction de quartier comme ça, c'est obsolète. Et on voit bien qu'en ayant consulté avec Cyril Daufou, l'adjoint du quartier, les habitants pendant plus d'1 an et demi, en les écoutant, en demandant ce qu'ils veulent, je pense qu'il faut repartir sur une page blanche. Et c'est quoi une page blanche alors? Ça veut dire qu'il faut supprimer la totalité de ces 6 hectares qui sont bâtis de manière qui ne fonctionne pas. Quand vous voyez des voitures partout, aucun espace vert, des immeubles dans lesquels il n'y a aucune mixité sociale, où il n'y a aucun propriétaire, les gens qui ne respectent pas non plus les parties communes. Voilà, ce qu'on voudrait, c'est changer le quartier pour qu'il soit agréable à vivre. Alors, vous dites quelque chose d'intéressant, vous soulignez le manque de mixité sociale. C'est ça, on le sait, le problème de fond. Est-ce que démolir pour reconstruire, ça sert à quelque chose? Comment on amène de la mixité sociale? C'est quoi le projet? Je pense que vous avez raison, ça fait partie du problème, c'est pas le seul problème. Je crois que ce quartier il a été mal conçu, c'est mon sentiment, mais il a répondu à un moment, à une époque. Mais il y a une voie comme ça qui coupe le quartier en deux, où on fait un genre de chinte avec les automobiles qui passent au milieu. On a des appartements où il n'y a aucun propriétaire. Et je pense que l'ambition, c'est d'abord éviter qu'il y ait cette route au milieu, de bâtir des espaces agréables, de partage, des espaces verts. Vous me parlez de l'absence de propriétaires, donc il y aura de l'habitat mixte à terme? C'est l'ambition. C'est toute l'ambition, c'est de dire, dans ce quartier, il y a des personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui ont peut-être 70 ans et qui ont envie de rester dans le quartier. Il faut qu'on trouve du logement qui nous permet de répondre à notre obligation SRU pour nos seniors. Mais il faut aussi permettre à des personnes d'acheter leur logement, de devenir propriétaires de leur logement. Et c'est l'ambition de ce quartier, c'est trouver un équilibre, c'est changer complètement la figure de ce quartier qui aujourd'hui, honnêtement, qui n'est pas du tout adapté. Et je crois que les Grassois en ont conscience. Et même les habitants de ce quartier en ont conscience. Mais justement, Jérôme Biot, on va parler de la loi SRU après, mais comment est-ce que vous associez les habitants de ce quartier à vos décisions et à cette grande mutation de l'ex-Blaquière? Parce que ce monsieur a l'air de dire on ne sait pas trop ce qui va s'y passer, comme s'il n'était pas consulté. Parce qu'on a consulté pendant près d'1 an et demi les habitants en allant sur place, d'abord aussi avec le bailleur qui est propriétaire du terrain, de l'immobilier, avec aussi un cabinet qui nous a accompagnés qui s'appelle Rouge Vif, avec le conseil de quartier, avec l'adjoint. On a rencontré les habitants, on leur a demandé ce qu'ils souhaitaient. C'est vrai qu'on n'a pas aujourd'hui présenté un projet, des plans, parce qu'on n'en est pas à ce niveau de détail, mais on a entendu... On n'est pas encore dans le cadre public. Pas encore. Clairement. En tout cas, on a écouté les attentes des habitants pour que ces attentes elles puissent co-construire le projet. Et aujourd'hui, c'est vrai, il y a des habitants qui se posent des questions parce qu'ils voient que sur des immeubles, il n'y a pas de relogement de personnes et que des immeubles restent vides. C'est une volonté, petit à petit, c'est une volonté qu'on reloge des personnes ailleurs et qu'un certain nombre de bâtiments commencent à être en réflexion pour une démolition, disons les mots. La volonté, c'est de déconstruire ces 542 logements
qui, en entrée de ville, ne font pas la meilleure entrée de ville pour la capitale mondiale des parfums. Moi, quand j'arrive devant ces bâtiments, je me dis, on pourrait imaginer mieux pour la ville, et si le maire pense pas à ça, qui c'est qui va y penser? Voilà. Donc allons-y, la volonté c'est de le faire avec les habitants. Parce à terme, il y aura le même nombre de logements? On sera à 700 logements en tout. C'est-à-dire qu'avec l'accession à la propriété, avec les logements des seniors, il y aura un petit peu plus de logements. Il y aura moins de logements sociaux? Mais moins de logements sociaux, voilà. Aujourd'hui, c'est quoi la proportion de logements sociaux? 100%. Non, mais sur la totalité de Grasse, vous êtes à on combien? est à 15% puisqu'on a un contrat de mixité sociale sur la commune. Donc vous êtes encore loin de l'objectif de la loi SRU des 25%. Oui, mais on veut pas aller à cet objectif. On veut rester sur... Je pense qu'on a trop de logements qui sont pas éligibles au logement social, mais de facto qui sont des logements sociaux. Et donc on a besoin aussi de changer parce qu'on veut qu'il y ait des jeunes actifs, des gens qui viennent acheter leur logement, qui sont propriétaires, qui respecteront aussi ça parce qu'ils capitaliseront pour eux. Voilà, c'est une volonté. On n'a pas envie de... Voilà, d'ailleurs la loi SRU, pour moi, est à mon avis pas bien faite. Mais bon, c'est un autre débat. Il n'y a que 13 communes en tout cas sur 194 qui la respectent dans les Alpes-Maritimes. Vous trouvez ça normal? Écoutez, moi je pense que on peut pas... donc aujourd'hui, on est sorti des situations de carence dans lesquelles nous étions. On a fait des efforts, on a signé un contrat de mixité sociale, on a atteint les 15% de logements sociaux que nous demande ce contrat de mixité sociale. On a créé un système d'aide à la pierre avec notre agglo. Donc moi, c'est pas une volonté de rajouter des logements sociaux toujours en plus. Voilà. Je pense qu'il faut travailler sur la qualité de vie. Et voilà, peut-être que c'est pas la même orientation qu'un gouvernement, ou c'est pas grave. Il faut dire à la ville de Grasse, on a envie aussi de travailler et que les gens deviennent propriétaires de leur logement. Alors on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, votre municipalité fait l'objet de nombreux recours sur plusieurs projets de votre mandature, l'Alsace-Martelly, la pénétrante, le golfe de la Grande Bastide. Je me fais un peu l'avocat du diable, mais vous n'avez... L'université aussi. L'université aussi, mais il y a même des recours contre l'université. Alors j'entends, et vous nous l'avez dit, que de nombreux de ces recours ont été vidés, mais malgré tout, est-ce que ça ne donne pas un peu le sentiment que vous avancez en force sur votre commune? Oui, mais je pense qu'effectivement, il y a des débats qui sont tenus avec le conseil municipal, avec l'opposition. Il y a des postures politiques de combat. Quand on a un combat contre Martelly, un combat contre l'hôtel 4 étoiles, un combat contre le golf, un combat contre la pénétrante, un combat contre l'université. On se dit, voilà, ça fait quand même beaucoup de combats et on doit penser normalement à l'attractivité de la ville parce que vous savez, dans le concert azuréen, dans le département des Alpes-Maritimes, les autres villes, elles avancent. Et je pense qu'on doit porter, alors peut-être que c'est rapide, mais on n'a pas tant de temps que ça pour montrer le changement. Alors justement, vous parlez de l'attractivité de Grasse et du pays des Grassois. On sait notamment qu'un des atouts de Grasse, c'est le parfum. Oui. Il y a notamment des grandes maisons comme Dior qui se fournissent en plantes à parfum. Il y a 1640 exploitations qui cultivent la plante à parfum dans le pays grassois. Aujourd'hui, est-ce que c'est un atout qui pourrait être davantage exploité encore? Alors c'est en tout cas la volonté de la commune et de l'agglo, c'est de travailler à ce qu'on puisse remettre en lumière ce qui a fait la force de Grasse. Et depuis 2014, on travaille sur ce marketing territorial. On a fait des centaines et des centaines de réunions avec les grandes maisons qui avaient quitté Grasse, qui étaient parties à l'étranger pour des questions, je dirais, conjoncturelles, pour aller acheter moins cher le produit de la plante à parfum. Aujourd'hui, on est dans un autre temps, et tant mieux. Le consommateur final, il est attaché à ce qu'il consomme. Il veut consommer peut-être moins, mais mieux. Et il est attaché à l'histoire, à la manière dont on produit. Et la plante à parfum, le jasmin, la rose centifolia, qui est produite à Grasse, eh bien, elle redevient au cœur des choses. Et ça, c'est un travail que l'on mène. Et ça fait la force de Grasse, et ça doit faire la force de Grasse demain. Alors, parmi les autres projets, il y a cet hôtel 4 étoiles qui d'ailleurs rehausse aussi un peu l'image de Grasse. Le chantier va bientôt démarrer, je crois. Est-ce que vous nous annoncez la livraison et pour quelle date? Et puis, question sous-jacente, Grasse a parfois du mal peut-être à exister par rapport à des voisins littoraux assez puissants, notamment Cannes. Comment vous pouvez faire pour exister, vraiment, attirer de grands événements à vous? Vous êtes la capitale mondiale des parfums. Comment fédérer autour de ça? Vous avez raison, on est dans un environnement où dans des départements en France, entre la préfecture et la sous-préfecture, des fois, il y a 2 heures de route. Nous, on a la singularité d'être une sous-préfecture, chef-lieu d'arrondissement, et on est à 16 km du littoral où il y a beaucoup de force, vous l'avez dit. Moi, j'envisage de travailler davantage avec Cannes, avec le maire de Cannes. On a souvent ces discussions ensemble de complémentarité
on a des bassins de vie. Vous n'êtes pas en concurrence, par exemple, Pas sur du tout. l'envie d'attirer d'éventuels congrès, d'éventuels événements Pas à du Grasse? tout. Je pense qu'on a des complémentarités à trouver entre des bassins de vie, des bassins d'emploi, entre aussi cette histoire médiévale que personne ne peut copier. Voilà. Donc on doit conjuguer nos forces. Vous pourriez coproduire des événements ensemble, c'est ce que vous En voulez tout nous cas, dire. c'est ce que je souhaite. Et j'ai récemment reçu David Lisnard dans mon bureau, samedi, il y a 15 jours, pour parler de ces sujets-là. Et on est en phase, on est en complémentarité. On a envie d'additionner nos forces parce que les personnes à qui on s'adresse ne sont pas juste les personnes de l'ouest des Alpes-Maritimes, mais au monde entier. On a un territoire qui fait envie au monde entier. Et comme vous le dites, très justement, Grasse, c'est la capitale mondiale des parfums. Et comme vous l'évoquez justement, on a envie et on est en train de rassembler tout le monde. Dior qui vient s'installer, LVMH, Lancôme, Mais aujourd'hui, il y a L'Oréal. encore trop de visiteurs qui ne font que passer dans le pays grassois. C'est le sujet de l'hôtel. Qui ne séjournent pas. Et vous avez raison. On a beaucoup, et on le voit avec des mouvements qui viennent sur la ville, sur la pénétrante en journée et qui repartent. Et on ne fixe pas suffisamment les personnes qui viennent visiter la ville. C'est pour ça que je porte cet hôtel. Cet hôtel qui est l'hôtel des parfums, un hôtel à l'abandon, en haut du boulevard du Jeu de Ballon, à côté de Dior et des Fontaines Parfumées et de Louis Vuitton. Et cet hôtel des parfums, on souhaite qu'il puisse démarrer à l'été 2022, parce qu'il y a besoin de ça, 78. Ça permettra aussi d'avoir une clientèle qui va venir dans le cœur de ville, place aux Airs, se promener le soir. Et je crois que Grasse a besoin de ça. Autre sujet, la santé. Vous avez réclamé récemment, avec la députée Michèle Tabarot, une révision des subventions allouées au centre hospitalier de Grasse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Bien sûr. D'abord, je remercie Michèle Tabarot qui a été à mes côtés en tout point et depuis toujours d'ailleurs. On a cet hôpital de Grasse qui a choisi de faire sa mutation il y a quelques années en arrière en disant soit on périclite, soit on procède à des arbitrages. Et l'Agence régionale de santé m'a demandé de vendre le Petit Paris. C'était un hôpital qui appartenait à l'hôpital de Grasse. Ce choix, il a été fait pour remettre une dynamique dans l'hôpital de Grasse, pour le sauver, pour que les personnes qui vont fréquenter cet hôpital, tout autour d'ailleurs de Fayence, de Montauroux, du Pays de Grasse ou de la Casa juste à côté, puissent venir et puis nous puissions transformer. On va doubler les urgences, on va reconstruire les blocs opératoires qui étaient amiantés. En fait, ce que vous dites, c'est que cet hôpital, il profite à tout le pays grassois. Il n'y a pas de raison que ce soit la ville de Grasse qui supporte tous les coûts. Alors voilà, l'hôpital, il profite à tout un pays de Grasse et plus largement. Et aujourd'hui, on a fait les arbitrages que l'ARS nous a demandé. On a vendu 7 millions d'euros le Petit Paris. Et aujourd'hui, dans le Ségur de la santé qui annonce des chiffres colossaux, et tant mieux pour l'hôpital de Nice, de Cannes, d'Antibes, on nous dit vous n'êtes pas assez endetté, puisque c'est un plan de désendettement, et votre projet est trop avancé. Moi, je me suis permis, et j'aurai un rendez-vous dans quelques jours avec le directeur régional de l'ARS, M. Demester, avec qui j'ai parlé hier. Nous aurons rendez-vous ensemble pour plaider notre cause en disant nous voulons être aidés, et nous avons été des bons élèves, on ne s'est pas endettés. Maintenant, ce plan d'aide pour les hôpitaux, il doit bénéficier à Grasse aussi. Au-delà du financement, comment se porte l'hôpital de Grasse dans cette période, on l'espère maintenant post-Covid? Le manque de personnel est-il aussi criant qu'ailleurs? Comment est-ce que vous avez pu gérer ça? Est-ce que le centre de vaccination est toujours ouvert chez vous? Est-ce qu'il y a encore des déprogrammations d'opérations? Alors tous ces sujets sont, et vous connaissez parfaitement ces sujets. D'abord, je voudrais dire merci à tous les personnels, à toutes les personnes qui pendant toutes ces périodes, jour et nuit, ont été là. Et, je veux vraiment m'adresser à eux parce qu'ils ont été très courageux. L'hôpital de Grasse, il fonctionne bien, avec des personnes qui sont très professionnelles. Ça a été très difficile parce que on avait des fois des ordres et des contre-ordres. Il y a eu des situations très difficiles de gestion de cette période de la Covid. On a créé un centre de vaccination au Palais des Congrès qui fonctionne de moins en moins d'ailleurs. Et donc on va travailler avec l'ARS pour savoir ce qui va se passer et si on va fermer ce centre. Les déprogrammations et la gestion du Covid, on voit qu'on est sur une fin de cycle, je ressens ça. Mais l'hôpital fonctionne bien. Aujourd'hui, et il fonctionne très bien. l'hôpital n'est plus surchargé par les patients Covid? Non, objectivement non. Enfin, est-ce que finalement, avec du recul, la vague Omicron a déstabilisé un peu le fonctionnement, ou vous diriez que vous l'avez traversé sereinement? Écoutez, alors moi je suis mal placé pour dire si je l'ai traversé sereinement. C'est plutôt le personnel de l'hôpital qui a traversé tout ça au quotidien. Je pense que les choses ont été faites et bien faites. Je crois que ça a déstabilisé beaucoup de choses dans les organisations
Vous parlez de déprogrammation, mais dans toutes les opérations qui étaient prévues, on a renvoyé des opérations plus loin, et ça a généré à la fois une désorganisation et à la fois aussi des coûts qui ne sont pas compensés comme s'il y avait eu des actes classiques, je dirais. On va passer aux questions cash. Il y a une nouvelle trajectoire qui pourrait s'ouvrir pour les jets à l'approche de l'aéroport Cannes-Mandelieu, ce qui conduirait donc au survol du Pays Grassois par davantage de petits avions. Vous y opposez absolument, mais c'est aussi censé soulager d'autres riverains, ceux qui habitent plus près de Cannes. Oui, c'est un sujet un petit peu compliqué. On a évité depuis le début d'opposer des territoires. On a essayé plutôt de demander à l'État de travailler sur des alternatives, avec des atterrissages par la mer, avec des plages de répit, pour que les habitants, Michel Tabarot, député de cette circonscription, s'est beaucoup battu là-dessus, et a obtenu gain de cause d'ailleurs, et je la remercie, pour temporiser ces situations, et pour éviter que cette trajectoire ne vienne fracturer le Pays de Grasse, parce que on ne rejette pas une difficulté d'un territoire sur un autre. C'est pas possible. En tout cas, c'est vrai que ça m'a fait monter au créneau fortement. On a mobilisé tous les maires, les habitants, les associations que je remercie aussi qui se sont beaucoup mobilisées. Merci Jérôme Viaud d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci.